Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du Made in Hainaut. Je laisse les gens s'asseoir. J'espère que vous êtes confortablement bien installés. Alors cette journée est placée sous le signe de l'optimisme, de la pertinence et de l'engagement dans nos actions. Dans nos actions au quotidien, dans notre travail, mais également dans nos vies personnelles, car elles sont indissociables. Je vais recevoir aujourd'hui de nombreux invités avec qui nous allons partager la vision future de leur entreprise, mais également la réalité sur le terrain, autour d'une table ronde avec un sujet qui nous concerne tous, les entreprises du territoire face à leur futur. L'occasion de parler innovation dans la transformation des process de fabrication, qui rime avec transition écologique, en raccord avec le respect de nos valeurs sociétales. Ce matin et cet après-midi, deux conférenciers engagés et inspirants, ils vont nous faire part de leurs convictions, de leur expertise, encourageantes pour l'avenir, les constatations, les opportunités, les croyances, les pratiques pour mieux appréhender le futur. Enfin, à la porte du Hainaut, ce sont 46 communes qui œuvrent volontairement ensemble pour le développement économique du territoire, une de ses priorités. La communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a 23 ans. 23 ans de prise de décision, de mise en place de projets, de grands chantiers sont sortis de terre. La preuve où nous sommes aujourd'hui ce matin, ici à Arambert Creative Mine, un pôle d'excellence autour du média et des sciences numériques. Et ce chantier en a fait partie. Bref, tournons-nous vers l'avenir maintenant, parce que 2023, c'est le virage de la maturité d'une agglomération sereine, gouvernée depuis 3 ans par un président qui impulse, avec les collectivités et ses partenaires, des projets, que ce soit sur l'environnement, la mobilité, la santé, l'aménagement du territoire, des nouvelles technologies, l'industrie, bref, il y en a plein. Vous l'aurez bien compris, son leitmotiv est au rendez-vous et il est là pour dynamiser le territoire. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le maire de Rhemles, le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et de la Porte du Hainaut Développement, monsieur Aymeric Robin. Merci Céline. À mon tour, je souhaiterais vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour cette matinée innovante, puisque c'est aussi dans la thématique de ce qui nous réunit, et de vous dire que nous sommes très heureux avec Sébastien Delchini, le vice-président de Porte du Hainaut Développement, et l'ensemble des membres du bureau, de pouvoir partager avec vous cette journée ici au Léo, sur le site minier de Wallers-Arambert, pour cette première édition, donc une première édition des rendez-vous du Made in Hainaut. Alors, quelque part, la situation sanitaire que nous avons rencontrée nous a ouvert des opportunités comme ce genre de rencontre, puisqu'il avait fallu en 2021 transformer nos habitudes de Made in Hainaut en salon par un salon digital. Et les membres de Porte du Hainaut Développement ont souhaité donner un prolongement à cette forme de rencontre, à cette façon de faire sur une journée, pour pouvoir lancer cette première édition, donc je le disais, des rendez-vous du Made in Hainaut. Peut-être que si vous le souhaitez, ce sera un événement qui deviendra récurrent, en alternance avec ce salon, et que nous pourrons considérer que nous garderons ce lien qui nous unit le temps de ces conférences et de ces temps d'échange autour de managers et les futurs, face à leur futur. Eh bien, j'ai envie de dire par mimétisme des formes que les élus sont aussi face à leur futur, et c'est l'idée que nous avons avec ici la Porte du Hainaut et son lancement de projet de territoire, puisque nous devons également faire face à ces futurs changeants, en mutation, en transition, et d'essayer d'apporter les réponses pour savoir anticiper, rebondir et être résilient au regard des difficultés que nous pouvons rencontrer. Pour cela, eh bien, nous aurons, vous l'avez dit,
en plus des mouches et des moustiques. Nous aurons donc des intervenants, des temps d'échange autour de chefs d'entreprise qui font aussi le dynamisme de ce territoire, qui vont nous faire partager leurs expériences. Je suis vraiment très content de pouvoir le faire avec vous, de pouvoir y participer, et puis sans oublier le petit moment d'entre-deux du midi où nous pourrons continuer d'échanger et de pouvoir faire du réseau entre nous, parce que c'est ça aussi le sens de Porte du Hainaut Développement. Merci donc pour votre présence, merci pour votre participation, merci aux intervenants d'avoir joué le jeu, et sans plus tarder, je vous propose, Céline, de commencer. Belle journée à chacun d'entre vous. Merci pour tout. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, on va commencer avec notre premier invité. Je vous avais parlé d'optimisme, et bien ça tombe bien, c'est sa spécialité, c'est l'optimisme. Il est professeur à l'ESC Paris, il est cadre d'entreprise, auteur, coach de vie, chercheur en développement personnel, spécialiste de l'optimisme, cofondateur et vice-président de la Ligue d'optimistes de France. Rien que ça, messieurs, dames. Je vous demande d'applaudir bien fort Monsieur Philippe Gabillet. Je vous cède la place, Monsieur Gabillet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être parmi vous ce matin, bien que, je ne vous cache pas, il y a des moments dans la vie, vous voyez, où être optimiste, on se sent un peu seul, pour connaître. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais même les jours sans, il faut toujours se retenir les leçons de l'histoire. Vous voyez, au mois de septembre 1968, il y avait eu les événements qu'on connaît au mois de mai, et Général de Gaulle part dans une grande tournée en province, dans la France entière, pour aller se remettre un petit peu les élus dans la poche, quoi. Et il arrive dans le centre de la France, en Auvergne. Et il fait tout un grand discours, etc. Il faut retrouver l'espoir, le moral, machin. Et il se retrouve à table, à côté d'un sénateur, aujourd'hui oublié, le pauvre, sénateur de Clermont-Ferrand, et il est assis à côté. Et pendant le repas, le sénateur dit, vous savez, mon général, d'être optimiste, c'est compliqué en ce moment quand même. Moi, vous voyez, j'ai beau me dire, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas comment vous dire, mais moi, là, en ce moment, je suis vraiment pas optimiste, quoi. À ce moment-là, De Gaulle se retourne vers lui et dit, écoutez, mon vieux, on s'en fout, vous êtes sénateur, très bien, alors faites semblant, voilà. Faites semblant, parce que dès l'instant où vous avez la charge de rendre les autres optimistes, n'oubliez pas que l'optimiste, c'est pas un état d'âme, c'est d'abord et avant tout une discipline. Et ça paraît bizarre comme ça, mais c'est pas totalement idiot. Alors bien sûr, si on regarde la presse, si on se nourrit trop de presse, et je sais que la presse c'est important, c'est un bel outil démocratique, mais c'est vrai que parfois on a le sentiment que la presse nous attaque un peu le moral. Et même quand les choses se mettent à aller bien, on a peur que ça n'aille pas bien trop longtemps. Vous savez, ça c'est le principe. Depuis maintenant 2-3 ans, vous savez comme moi, on en a pris un petit peu d'un peu partout. Dans le monde des affaires, dans le monde de l'activité économique, ça a soufflé fort. Même des fois, les gens, à titre individuel, dans leur vie, se sont sentis entourés par des éléments carrément hostiles. La mer n'était pas terrible, quoi. Voilà, il faut reconnaître ça, c'est logique. Et pourtant, quand on fréquente un peu, vous voyez, le monde de l'entreprise, le monde économique, les entrepreneurs, je ne sais pas comment vous dire, l'attitude générale, c'est plutôt un truc qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire, bon, on n'est pas content, d'accord, c'est pas parfait, d'accord, mais on continue à avancer. Alors bon, là aussi, il faut faire attention à ce qu'on se dit, hein. Avant, je disais, on reste en marche, je ne le dis plus. Ça faisait des histoires, après des discussions sans fin au moment du repas. Et tout. Donc, on avance. On trouve que le parapluie est trop petit, très bien, qu'il est il n'est pas assez bien aligné, tout ce qu'on veut, la pluie ne s'arrête pas, mais on avance, on avance, on avance. Alors bien sûr, on avance dans le brouillard. On parle du futur, la caractéristique du futur, c'est qu'il n'existe pas encore, c'est-à-dire que personne n'a jamais été demain matin. Donc tout travail sur le futur est à la fois un travail sur la mémoire, un travail sur son imagination et un travail sur sa volonté. C'est comme ça que ça va se déployer. Et la crainte fondamentale, bien évidemment, c'est que le futur ne soit pas exactement comme on voudrait qu'il soit.
Est-ce que c'est pas intéressant? Si, c'est aussi intéressant. Vous savez, moi j'aime bien cette phrase qui est pas, pour le coup, c'est pas optimiste, ça. Vous voyez, c'est le pire n'est jamais décevant. Mais je sais, comme je venais ici, j'ai dit tiens, celle-là quand même, il y a un lien. Vous allez voir avec ce qui se passe ici. Qui aurait pu dire ça? Alors, quand on regarde ça, on se dit oh, ça c'est un grand pessimiste qui a dû dire ça. Vous voyez, ça pourrait être, je sais pas moi, Welbeck, vous voyez, ou Finkielkraut, vous voyez, des gens comme ça, là, Michel Onfray. Bon. Alors ça pourrait être aussi plus ancien, ça pourrait être Schopenhauer. Vous savez, Schopenhauer, c'est le grand philosophe du pessimisme. C'est quand même le type qui a pondu la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie mondiale, qui est « L'être humain est condamné à osciller dans sa vie tel un pendule entre la souffrance et l'ennui ». Le gars qui vous plombe d'entrée de jeu. Vous voyez. Après, vous avez aussi un qui était très bon dans le genre, c'était un Roumain, un très grand écrivain roumain, Émile Cioran, probablement l'un des plus pessimistes écrivains du XXe siècle. Il avait écrit des bouquins, rien que le titre déjà, c'était Syllogisme de l'amertume, de l'inconvénient d'être né. Enfin, vous voyez, bon. Et il avait des phrases définitives du genre « Toutes les eaux sont couleur de noyade »,« On se suicide toujours trop tard ». Et on devrait remercier nos enfants de ne pas nous avoir fait un procès pour les avoir mis au monde. Vous voyez, le gars qui était habité par une joie de vivre, pas possible, quoi. Et ben pourtant, c'est pas lui qui a dit ça. Celui qui a dit ça, c'est un metteur en scène, un grand metteur en scène français. Et puis, je veux dire qu'il pète la forme, le gars. Hein. Mine de rien, là, il vient à 85 ans de se remarier avec une femme qui en a 45 de moins que lui. Hein. Si je vous dis l'aventure, c'est l'aventure, itinéraire d'un enfant gâté, etc., c'est Claude Lelouch. Voilà. Claude Lelouch qui, en fait, fait dire ça. Il met ces mots dans la bouche de Bernard Tapie dans un film qu'il avait fait il y a 30 ans qui s'appelait Hommes et femmes, mode d'emploi. Parce que pour lui, pour un créateur, il disait voilà, le pire, quand le pire arrive, c'est jamais cool. Mais il apparaît que très souvent, le pire, on en fait quelque chose. Et c'est souvent les difficultés, l'adversité, les accidents de la vie, les accidents permettent de faire des choses. Vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, ces 2-3 dernières années. Il s'en est passé des trucs pas géniaux, voilà, fondamentalement. Et pourtant, avec tout ça, ça crée un certain nombre de mouvements, de changements, toujours dans le monde dans lequel on est. Voyez. Alors, Jean Dutour disait, en tant qu'académicien, il avait dit une fois, dans les situations désespérées, la seule sagesse, c'est l'optimisme aveugle. Alors d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, il s'était fait chambrer assez fortement par Coluche, qui avait dit, ça y est, Dutour vient de péter un câble, il est en train de nous expliquer que si par malheur, on se retrouve dans la merde jusqu'au cou, c'est pas le moment de baisser la tête. Je vous laisse, voilà, hein, parce que ça va loin quand même. Hein, je veux dire, on est sur des trucs forts. Et il y a des situations, il faut reconnaître, où on se dit, mais on a beau être optimiste, c'est cramé, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible, c'est cramé. Alors ça, vous voyez, ça c'est très exactement le consensus médiatique fin février 2022, quand la Russie tombe sur l'Ukraine. Tout le monde est d'accord, ils en ont pour 3 semaines. Quand je dis 3 semaines, bon, certains vous disent non, il ne faut pas exagérer, peut-être 4 ou 5. Bon. Et puis je ne sais pas si vous voyez, mais depuis quelque temps, on a un doute. On se demande si on avait bien analysé la situation. Et ça arrive dans tout un tas de situations. Je vous donne un exemple, tiens, historique, le Titanic. Situation étonnante, le Titanic. Voilà un bateau, haut niveau de prestation, formidable. Il y avait 7 restaurants sur le Titanic, dont un qui s'appelait le restaurant des Premières, qui était sur le upper deck, l'équivalent d'un restaurant étoilé aujourd'hui. Pour être sûr et certain de la qualité des produits qui étaient servis dans ce restaurant, qui coûtait une fortune, on avait construit à côté, juste à côté, des cuisines spéciales qui étaient que pour ce restaurant-là. Il y avait tout ce qui était le plus moderne à l'époque, en restauration, les points de cuisson, la réfrigération, la conservation des produits frais. Formidable. Et entre autres, il y avait un enjeu pour la traversée qui était, vous imaginez bien, les produits de la mer. Et il y avait effectivement, dans cette cuisine, très probablement, un immense aquarium où d'une centaine de homards attendaient de se faire bouffer par la clientèle top luxe du Titanic. Seulement voilà, le Titanic a coulé. Et à ce moment-là, la quasi-totalité des homards n'ont pas pu s'empêcher de se dire « on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise quand même. » Voilà. C'est ça, les situations dans la vie se retournent, dans un sens ou dans l'autre, positivement, négativement, les choses bougent. Nous, on essaie d'avancer là-dedans, on essaie d'avancer dans nos vies, dans la vie de nos entreprises, dans nos vies personnelles, un peu en déséquilibre, on ne voit pas trop où on va, on ne voit pas trop ce qu'il y a sur les côtés, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais on va faire en sorte d'avancer.
Alors Mark Twain qui était un grand homme d'esprit américain, c'est l'auteur de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, tous ces fleurons de la littérature de la jeunesse qui disait la catastrophe qui finit par arriver, c'est jamais celle à laquelle on s'était préparé. C'est vrai que si on prenait, vous savez, la DeLorean de Marty McFly dans Retour vers le futur et qu'on reparte en arrière, on repart. On repart de 2-3 ans. Peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez où vous étiez, vous, autour du 17 mars 2020 ? Ouais, je suis sûr que vous vous souvenez où vous étiez. Il s'est passé un truc à ce moment-là. On a été un petit peu surpris par les événements, vous voyez. Alors ça s'est enchaîné, d'ailleurs, de façon assez étonnante. Ça a démarré, ça vous en souvenez bien, ça a démarré comme ça. Alors ça, c'est un truc, personne n'avait vu venir le coup. Hein. Alors là, vraiment personne. Un truc, comment vous voulez, on a été surpris comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment compris tout ce qui s'était passé ? C'est pas sûr. Moi, vous voyez, je pense que plus le temps passera, plus on analysera les choses de façon un peu différente. Moi, j'ai un souvenir, mon grand-père, il était né en 1896, donc c'était ce qu'on appelle la classe 14. Il avait eu, voilà, il était arrivé au moment de la guerre de 14, il s'est tapé toute la guerre de 14, quoi. Il était dans les mauvaises classes, Verdun, le chemin des dames, etc. Il en est revenu en un seul morceau, super. Et nous, on adorait qu'il nous parle de ça, parce que pour nous, on avait l'impression que ça avait été un héros, quoi, un aventurier. Il n'aimait pas trop en parler. Mais moi, j'imagine que dans des années, j'imagine mes petits-enfants, sur des choses moins dramatiques, bien sûr, venant me demander pareil sur ce qui s'est passé là depuis 3-4 ans. J'imagine la scène, vous voyez. On est en 2050. J'ai 92 piges. Je peux être une forme olympique. Mes petits-enfants sont venus me voir, là où je serai à ce moment-là. Ils aiment bien venir me voir, mes petits-enfants, parce que chez moi, c'est climatisé et dehors, il fait 50. Alors, bien sûr, ils sont contents, hein. Ils viennent me voir, puis tout à coup, il y en a un qui va me dire, ou une qui va me dire, mais papy, tu nous racontes encore comment c'était la Covid ? Oh, je dis, mes pauvres enfants. Ah, vous ne pouvez pas savoir, c'était les années 20. Si vous saviez comment on en a bavé avec mamie, oh, incroyable. Quand vous pensez qu'au tout début de cette affaire, on n'avait même plus le droit de sortir de chez nous. Oh, ouais. À l'époque, avec votre grand-mère, quand on voulait sortir de chez nous, il fallait qu'on ait une autorisation. Oh, mais qui est-ce qui te l'a donné l'autorisation ? Ben moi. Pardon ? Oui. À l'époque, pour sortir de chez soi, il fallait s'autoriser. Mais et si tu t'autorisais pas toi-même, ben, tu avais une prune, 135 €. Mais papy, c'est pas possible. Il n'y a quand même pas des gens qui étaient assez nuls pour sortir de chez eux sans s'autoriser même. Si, parce qu'on était des rebelles. C'était les années 20, vous ne pouvez pas comprendre. Et là, bien sûr, le gosse, il va aller voir de suite l'infirmière, il va dire, dis donc, ça va pas du tout. Papy, ça va pas, là, on est en train de le perdre. Vous allez m'augmenter son cannabis thérapeutique, là, parce que là, il est au bout, là-bas. Et puis, ça a été comme ça, il y a eu des tas de raisons, ça nous est tombé tas de trucs. Tout a changé. Même les valeurs, dans le fond, ont été inversées. Depuis 2-3 ans, vous croisez un pote dans la rue, vous dites, alors j'espère que tu es toujours positif. Ben, il le prend mal, des fois. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, ça s'est passé. Là-dessus, on s'est pris une crise économique, une récession économique, là aussi assez innovante, quand même, quand on y réfléchit. Vous savez que les économistes vous confirment, ils vous disent que c'est la première fois dans l'histoire de l'économie qu'on a une récession économique qu'on s'est auto-infligée sans raison. En tout cas, sans raison économique, quoi, hein. C'est-à-dire que le système bancaire n'est pas pourri, il n'y a pas de production, il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de sous-production, il n'y a pas des problèmes de matières premières. Non, il y a un truc ailleurs et on s'arrête de respirer en partant du principe que ça aidera les autres à mieux respirer. Enfin, c'est un truc assez bizarroïde. On l'a fait, on est passé au travers de tout ça. Début d'année dernière, on commence à baisser notre garde, on commence à souffler un peu, et là, bingo, il y a l'autre qui débarque. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça suffit, quoi. Il y a un souci. Le problème, c'est que la vie, c'est comme ça. Vous voyez, la vie, nous sommes tous en permanence, dans les régions, les entreprises, les particuliers, vous, moi, nous sommes en permanence à la croisée des chemins de quelque chose. Je suis sûr qu'en ce moment même, aujourd'hui, dans cette salle, vous avez en tête, dans votre agenda personnel, un certain nombre comme ça d'alternatives, de choix, de carrefours qui sont en train de se mettre en place. Pour beaucoup, on est en plein brouillard. D'autres vous diront non, on n'est pas en plein brouillard, c'est pas une bonne image. On est plutôt dans un labyrinthe où il y a plein de chemins possibles et on ne sait pas quels sont les chemins avec voie sans issue, c'est là le souci. Il me semble qu'on a tous intérêt à simplifier le truc. Et si on était tout simplement, encore une fois, à la croisée des chemins. Notre vie, quand on y réfléchit bien, la vôtre, la mienne, c'est une suite ininterrompue de bifurcations.
qu'on a prises. Or, certaines de ces bifurcations, elles ont été volontaires. C'est nous qui avons décidé d'y aller. D'autres, elles ont été un peu forcées par les événements. Parfois, c'était attendu, parfois, c'était inattendu. Parfois, ça s'est révélé positif, parfois, ça s'est révélé malheureux. Mais quoi qu'il en soit, dans nos bifurcations de vie, il y a une seule chose qui nous intéresse, c'est on veut bien en sortir, mais par le haut, quoi. Voyez, moi, j'ai démarré, je suis psychologue social au départ. J'ai fait à peu près tous les métiers de la psycho dans ma carrière. J'ai commencé, j'avais 30 ans, j'en ai 65, vous voyez, ça fait 35 ans que je suis dans le business quand même. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais alors, je peux vous dire, il y a un truc que j'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui me dise, Monsieur Gabillet, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à échouer? J'aimerais me planter ce coup-là. Mais j'aimerais me planter, vous voyez, mais bien. Une loose un peu mémorable, vous voyez, quelque chose qui a un peu de gueule, hein, qui resterait dans les mémoires. Non, non. Tous les gens veulent s'en sortir. Les malades veulent guérir, les gens qui sont à la ramasse veulent s'en sortir, celui qui vient de se faire ou celle qui vient de se faire larguer veut retrouver l'amour ailleurs. Tout le monde veut s'en sortir vers le haut. Et s'en sortir vers le haut, cette notion de réussite, elle passe par des critères qui sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. La réussite d'un individu, d'un pays, d'une entreprise fonctionne très exactement sur les mêmes critères. Le premier, si vous avez des enfants, vous le connaissez. Vous avez des enfants, tôt ou tard, ils vous apporteront des bulletins scolaires que je qualifierais d'ambigus. Ça, c'est un problème avec les jeunes. Hein. Ça, vous savez comme moi, si vous êtes parents, les enfants, nos enfants, on les aime pourtant, mais ils n'arrivent pas à se mettre en tête que nous, à leur âge, on avait que des bonnes notes. Malheureuses. Hein. Et ils vous ramènent des bulletins du genre... Alors, vous savez, le bulletin typique qui énerve un parent, c'est le bulletin où il y a marqué mathématiques 18. Bon, ça, on s'en fout, on est d'accord. Bon. Français 16, on s'en fout complètement. Bon. Anglais... Et puis tout d'un coup, on voit marqué géographie 6. Qu'est-ce que c'est que ce 6 en géographie? Mais alors, vous remarquez d'ailleurs, votre gosse, il n'est même pas surpris si vous l'engueulez pour ça. Hein. Il s'y attendait. Il sait que vous l'aimez à votre façon. Ça se réglera un jour, à l'EHPAD. Oui. Et donc, on va dire à ce pauvre, oui, qu'est-ce qui t'a pris? Tu me ramènes un 6 en géographie, me faire ça, moi, à ta mère, etc. Voilà, ou à ton père. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour me ramener un 6 en géographie? Là, le gosse, il a envie de que vous répondre un truc. Hein. Écoute, c'était pour t'emmerder, voilà. J'ai eu plein de bonnes notes ailleurs. J'ai dit, tiens, je vais me taper un 6 en géographie. Ça va bien l'énerver. Je te cache pas que sur le coup, l'idée m'a tenté. Voilà, hein, c'est comme ça. Mais je te préviens, si tu veux réussir dans la vie, alors attention, le mot magique, tous les parents le savent, hein, on l'a tous dit, ça, à un moment ou à un autre, je te préviens, si tu veux réussir dans la vie, tu as intérêt à redécouvrir le sens du mot travail. Pour réussir dans la vie, il faut travailler, il faut faire super gaffe à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis que c'est exagéré parfois. D'ailleurs, vos enfants le savent. À force de dire à nos enfants, si tu veux réussir dans la vie, tu as intérêt à travailler, un jour, ils en ont marre. Et ils vous disent, tu veux dire réussir dans la vie comme toi? Oh, tout, vous avez gagné, là, ça y est. Vous avez un rebelle à la maison, un zadiste. Oui, c'est comme ça. Eh bien, il n'a pas tout à fait tort ou elle n'a pas tout à fait tort, parce qu'en fait, là, en sciences de l'éducation, on vous confirmera que le travail, c'est un accélérateur d'autre chose. C'est-à-dire que ça n'est efficace, le travail, que si on l'applique à un autre truc, qui s'appelle en fait le talent. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, identifier ces talents collectifs, en entreprise par exemple, ou dans la société, ou dans une région, dans un territoire, ou ces talents individuels, et travailler dessus, là, il peut se passer des choses. Ça ne sera pas magique, hein. Tout n'est pas toujours évident, parce qu'il y a effectivement une notion de persévérance qui intervient aussi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de compétition, de concurrence. Donc on ne gagne pas du premier coup. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. On répond à un appel d'offres, on n'a pas été retenu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça s'appelle la vraie vie, ce n'est pas un problème. Et donc, celui ou celle qui se découragera en dernier sera celui qui aura le plus de chances, probablement, d'emporter la timbale. Et pour que tout ça fonctionne bien, il va falloir un état d'esprit que, faute de mieux, on va appeler l'optimisme, mais on pourrait l'appeler engagement, motivation, énergie, enthousiasme, etc. Il se trouve que le concept d'optimisme, c'est un concept qui a été très, très, très documenté scientifiquement. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle. Et je précise bien, hein, quand on parle d'optimisme, vous le verrez, on ne parle pas uniquement d'un trait de caractère. Ça, c'est une chose. Un grand nombre parmi nous ici, nous sommes des optimistes, par de caractère. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Là, on parle de l'optimisme comportemental, c'est-à-dire une attitude, essentiellement d'ailleurs dans des situations, vous voyez, de communication avec autrui, d'interaction, qui vont générer
une énergie sur l'autre. Même si soi-même, ce jour-là, on n'est pas obligatoirement dans une grande forme. Donc que l'optimisme soit une valeur clé importante dans les périodes de développement économique, c'est incontestable. Si ce n'est que nous, si vous voulez, on est dans un pays où l'optimisme, si vous voulez, c'est pas obligatoirement notre truc, quoi. Vous voyez, dans toutes les enquêtes internationales, on est dans la lanterne rouge, quoi. On est dans les pays les moins optimistes du monde, pour pas dire les plus pessimistes du monde. Bref, on cache notre joie, quoi. Voilà, hein, on cache notre joie. En France, quand un truc va bien, c'est louche. Quand un truc va bien trop longtemps, c'est carrément suspect, il doit y avoir magouille. Et si ça se met à aller mal, il y a complot. Voilà, vous voyez, donc on simplifie un peu le truc, et c'est pas étonnant. Depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous a expliqué que le marqueur numéro 1 de l'intelligence, c'est le doute, le scepticisme, la critique. Ce qui n'est pas bête, hein, d'un point de vue démocratique, c'est pas complètement idiot, mais ça va avoir des conséquences, quoi. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui champion du monde du pessimisme. Il faut se souvenir de cette merveilleuse phrase de Audiard qui disait en France, de toute façon, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Michel Audiard avait dit ça. Et alors Frédéric Dard, donc le créateur du commissaire San Antonio, lui, il disait une chose merveilleuse. Il disait les autres pays d'Europe, ils avancent tous dans la mauvaise direction. Nous, on est les seuls à reculer dans la bonne. Je vous laisse réfléchir parce que ça va loin quand même, hein. Et c'est tous ces gens-là qui ont inventé, en fait, nous, en fait, on est les inventeurs dans ce pays. On est les inventeurs du plus grand paradoxe philosophique, qu'on pourrait appeler le paradoxe français. Le paradoxe français, c'est que nous avons une conception très personnelle dans notre pays de ce qu'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voyez, le français, c'est le seul au monde qui vous dira, écoute, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, on est dans la merde. La bonne, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Donc, on est les seuls à être sur cette espèce de mode de fonctionnement-là qui est assez étonnant. La presse nous aide pas beaucoup, mais comment vous dire? Moi, je refuse d'attaquer la presse. La presse, c'est un outil démocratique et c'est là pour appuyer là où ça fait mal. Je rappelle toujours que le seul pays au monde où il n'y a que des bonnes nouvelles dans la presse, c'est la Corée du Nord. D'accord ? Donc, il faut accepter une bonne fois pour toutes que la presse n'est pas là pour nous faire plaisir. C'est vrai que des fois, ça pousse un peu quand même. Vous savez, la télé en boucle, si vous regardez trop longtemps les chaînes d'infos en continu, attention, hein, ça peut porter au moral. Et quand pour le coup, il y a en plus des incertitudes et une guerre qui se profile à l'est de l'Europe, là, la télé devient carrément hostile. Et si par hasard, ça c'est pour nos enfants, il faut avoir une pensée pour eux, nos enfants ne lisent plus les journaux. Non. Ils regardent de moins en moins la télé. Qu'est-ce qu'ils ont alors ? Ils ont à leur disposition ce merveilleux réservoir d'intelligence partagée, n'est-ce pas, de bienveillance collective. Voilà. J'ai nommé le pot de chambre collaboratif, les réseaux sociaux. Et alors là c'est la fin de tout, bien évidemment. Donc, il ne faut pas trop s'étonner dans ce cas-là, si vous voulez, que l'environnement soit un poil anxiogène, quand même. Ça peut se comprendre. Le moral des troupes, il est moyen. Le moral des troupes, soit les gens vous disent oh, c'est un petit peu morose, bof, il pleut. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est vraiment le bon travail ? Est-ce qu'il ne faut pas que je change de vie ? C'est le moment de changer d'orientation. Puis que vont devenir mes enfants ? Le questionnement devient anxiogène. On se sent parfois stoppé en vol devant nos projets. On s'est fait surprendre, on s'est fait surprendre par les événements. On trouve que le futur est en train de se brouiller. Il y a plein de choses comme ça qui nous arrivent. On se sent à la croisée des chemins dans plein de circonstances. Et grosso modo, on n'a qu'une envie. Il faut se tirer, quoi. Il faut se tirer de là. C'est logique, vous voyez. On se dit toujours, on voudrait s'éloigner du mauvais temps, grosso modo, pour partir vers des endroits plus ensoleillés. Mais parfois, j'ai un monsieur qui me disait ça l'autre jour, il me dit, parfois j'ai l'impression que le mauvais temps me suit. Et ça m'a rappelé une histoire. Mon grand-père me racontait cette histoire, cette blague. Il me disait, tu sais, est-ce que tu sais pourquoi les musiciens de fanfare, ils avancent pendant qu'ils jouent ? Je dis, ben non, il dit, c'est parce qu'en fait, ils essayent en permanence de s'éloigner du bruit qu'ils font. Eh bien, c'était pas bête, hein, on est un peu dans cette situation un peu étonnante qui est celle-là. Donc, en gros, les catastrophes, il faut s'y faire. Hein, c'est Hubert Reeves, astrophysicien de son état, qui nous dit, rassurez-vous les amis, les catastrophes du futur, elles arrivent, hein, il y en aura d'autres. À un moment donné, elles seront là, on sera dedans, hein, elles seront arrivées. Mais la bonne nouvelle, ça c'est très important, c'est que tôt ou tard, on passera à autre chose. Ça c'est un point, vous voyez, qu'on a tendance à oublier, c'est que l'histoire humaine, depuis, alors on considère, vous voyez, que Homo sapiens, en gros, on a 350 000 ans, grosso modo. Toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de ce qu'on a fait à partir de ce qui s'est mal passé. C'est-à-dire que
L'histoire humaine a été émaillée de crises graves, des épidémies, des guerres, des tremblements de terre, je dirais des trucs, des génocides, des machins, des saloperies dans tout genre. Ce qui a caractérisé la capacité collective de l'espèce sapiens sapiens, c'est que notre espèce, et on est quasiment les seuls, la seule à ce jour, notre espèce fonctionne en tant qu'espèce en mode compost. On prend du déchet, de tout. Du déchet de civilisation, du déchet de guerre, du déchet on prend que du déchet, et avec ça, on va bâtir des choses. Alors, bien sûr, il y a toujours un prix à payer, bien évidemment, mais grosso modo, à ce jour, ça a plutôt, ça a donné des résultats. Ils ne sont pas parfaits, il faudrait arranger tout ça, tout n'est pas génial, entre autres d'un point de vue climatique, surtout en ce moment, d'un point de vue social, parfois aussi, c'est pas tout à fait ça, mais ça bouge, vous voyez. On est quand même, qu'on le veuille ou non, une espèce qui se bouge. Bon, pas toujours dans le bon sens, mais qui se bouge quand même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a de quoi rester un peu optimiste et essayer d'ouvrir les chakras? Oui, à condition aussi de comprendre qu'on n'est pas non plus dans l'opposition. Il ne s'agit pas de dire que l'optimiste, il a tout compris de la vie et que le pessimiste, il n'a rien compris. Si vous allez sur Google, par exemple, vous tapez pessimisme, vous avez 2 700 000 occurrences. Voilà. Bon, Google France. Hein. Bon. Si vous tapez optimisme, en revanche, pensez qu'il y a moins, plus? Qui dirait moins? Levez la main pour voir. Voilà. Qui dirait plus? Ah oui, quand même. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, hein, parce que optimisme, sur Google, c'est plus de 15 millions. Donc en tout cas, sur Google, une chose est sûre, l'optimisme gagne au point. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors ça marche comment, l'optimisme? Ah, là, il y a des stéréotypes quand même. Hein. Ah bah oui, l'optimisme, on sait ce que c'est. C'est les lunettes rose bonbon sur le nez, bien sûr. Le drame arrive et puis nous, on voit pas, on voit rien, quoi, hein, comme disait l'autre. Ça pourrait être ça aussi, l'optimisme. Hein. Ça, c'est en entreprise. Hein. Vous acceptez un projet trop gros pour vous. Voilà. Ou bien vous avez un problème technique, mais vous n'utilisez pas le bon outil. C'est-à-dire que vous avez une conception très optimiste de l'outil. Vous avez aussi ceux qui se la pètent. Alors ça, c'est intéressant. C'est on se voit beau. Donc on se voit trop beau, on est trop optimiste par rapport à soi-même, et donc on se met dans des challenges déraisonnables. Vous voyez, hein. Là, le gars, on a envie de lui dire, écoute, Pépère, donc c'est sympa, c'est bien, non, c'est courageux, c'est courageux. On n'ose même pas lui dire c'est gonflé, parce que c'est pas le cas en l'occurrence. Donc, non, mais tu n'as juste aucune chance. Ce n'est pas être pessimiste, c'est que là, il y a un problème factuel. Après, vous avez alors le truc un peu, c'est plus ambigu. Je vous dis ça parce que j'ai un étudiant l'autre jour qui me dit, mais vous savez, monsieur le petit, là, il n'est pas, en fait, c'est pas vraiment qu'il est optimiste, c'est qu'il est malin. C'est un rusé. Eh oui, il a compris que dans cette situation, à cet instant précis, celui des deux qui a un doute, là, c'est le gros. Eh oui, c'est le gros qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Vous avez tous ceux qui se rendent compte trop tard qu'ils ont été optimistes. Beaucoup trop tard. Et puis donc, vraiment, vraiment trop tard, quoi. On se met dans des situations, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu me mettre dans cette histoire-là? À l'époque, vous voyez, quand on avait créé la Ligue des optimistes de France, on s'était rendu compte qu'on avait trois accusations fondamentales en la matière. C'était vous êtes dans le déni, c'est-à-dire vous refusez de voir certaines difficultés, c'est pour ça que vous êtes optimiste. Vous êtes naïf, on est un peu dans le gnangnan, hein, voilà, le gnangnan de l'optimisme. Et puis, souvent, on dit aux gens aussi, vous êtes indifférent. Moi, ça m'est arrivé, ça, dans un colloque scientifique, il n'y a pas longtemps, un colloque scientifique à la Sorbonne. Je débattais avec un jeune collègue, philosophe, mais philosophe les modernes, hein, la déconstruction et tout, critique de la société, tout fout le camp. Puis un genre, si vous voulez, bac plus 12. Puis le genre, bonjour brushing, moi c'est brushing avec la mèche et tout. Moi j'ai horreur de ce genre, hein, pour des raisons que vous comprendrez. Et le mec, il m'attaque bille en tête en disant, mais Philippe, comment osez-vous être encore optimiste dans un monde qui va si mal? Je dis, alors là, mon pote, parce que vous pensez sincèrement que si je me mets à devenir pessimiste, le monde va aller mieux? Ah, bah alors là, il faut qu'on en parle tout de suite, là, parce que là, ça va nous ouvrir des perspectives. C'est pas comme ça que ça fonctionne, vous voyez. Quand on avait créé cette Ligue des optimistes dans les années 2010, Éric Emmanuel Schmitt, qui était un des cofondateurs, avait écrit « Quel dommage, quel grand dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. » Parce qu'effectivement, vous voyez, l'optimisme, c'est pas tout à fait ça. L'optimisme, au départ, c'est déjà... Il faut comprendre que l'optimisme, c'est un système inné. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons un point commun, nous sommes nés optimistes. Ou plutôt, nous sommes nés avec un circuit de l'optimisme,
qui s'appelle en fait The Hope Circuit. En anglais, c'est Snyder qui a identifié ça. C'est le circuit de l'espoir. Un circuit cognitif qui nous permet d'élaborer, vous voyez, des finalités positives pour nous et pour les autres. Mais on est aussi né avec un deuxième circuit qui à la naissance est quasiment vide, qui est le circuit de la peur, qui est celui qui va nous permettre d'identifier et d'élaborer des menaces pour pouvoir justement nous enfuir et nous sauver. Donc, le biais d'optimisme et le biais de pessimisme, on les a au départ. Ils sont installés d'office à la naissance. Et ce qui va en fait les faire bouger, si vous voulez, c'est la vie. C'est-à-dire que tout ça va se paramétrer au fil des années. L'éducation, le milieu culturel, la société, les expériences de la vie font que nous allons tous arriver à l'âge adulte avec, on va dire, une disposition plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. C'est comme ça, vous voyez, c'est pas. Il faudrait surtout pas croire que celui ou celle qui a la disposition optimiste, il est toujours de bonne humeur, la banane. Non, non. De même que celui qui a la disposition pessimiste, il n'est pas malheureux, il n'est pas déprimé, ça va. Ce sont des modalités, vous voyez, qui se sont construites de rapport à la réalité. On pourrait en rester là, mais il se trouve qu'il y en a une troisième. Et la troisième, c'est celle-là. C'est la notion d'attitude mentale choisie. En simplifiant, je dirais que l'optimisme, l'optimisme, soit c'est une réalité qui est intérieure, on appelle ça, nous, dans notre jargon, l'optimisme ontologique. Un certain nombre d'entre vous, vous êtes perçus par votre environnement comme étant des hommes ou des femmes optimistes. C'est un trait de caractère que certains vont vous attribuer. Bon, c'est un truc qui vient de l'intérieur. Oui. Et puis, il va y avoir ce qu'on va appeler l'optimisme méthodologique. Ça, c'est autre chose. L'optimisme méthodologique, c'est ce que vous allez faire sans savoir d'ailleurs que vous faites de l'optimisme. Mais imaginez, chaque fois que dans votre vie, vous remontez le moral de quelqu'un qui traverse une passe difficile, vous remotivez un collaborateur, vous arrivez à convaincre un jeune qui voulait quitter le lycée, que c'est vraiment pas le moment et qu'il faut qu'il continue. Chaque fois que vous avez vis-à-vis d'autrui une interaction qui va le remettre en énergie positive par rapport à lui-même, vous êtes en train d'activer ces circuits mentaux de l'optimisme, même si vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça. Vous savez, on est tous comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir. La plupart d'entre nous, même les plus pessimistes d'entre nous, il nous arrive de faire de l'optimisme sans même nous en rendre compte. Vous voyez. Et le facteur optimisme, en fait, il fonctionne comme ça. Je vous ai mis cet exemple-là parce que je le trouve très significatif. Là, on a quoi ? On a 3 écosystèmes qui sont des écosystèmes peu favorables, vous voyez, dangereux, contraignants, peut-être même toxiques. Et pourtant, dans ces 3 écosystèmes, il est en train de se passer un truc, ça s'appelle la vie, le vivant. Et qu'est-ce que le vivant est en train de faire ? Là, il faut être très précis sur les mots qu'on emploie. Le vivant est en train de tenter le coup. L'optimisme, c'est ça, c'est un pari. L'optimiste, il ne vous dit pas la vie est belle, il vous dit je préfère faire le pari que tôt ou tard, la paix gagnera contre la guerre. L'intelligence gagnera sur la bêtise. Et la fraternité gagnera sur la haine. C'est un pari, hein. Et comme tous les paris, je peux le perdre. Mais tant qu'à faire un pari, je préfère faire celui-là. Parce que celui-là, il est plus porteur d'énergie pour les autres. Je préfère faire un pari qui va créer de l'énergie au risque de passer pour un naïf, plutôt que de passer pour celui ou celle à qui on ne la fait pas, mais qui a beaucoup de mal à enthousiasmer les autres autour de cette approche. Voyez. Donc l'idée, c'est ça. Christophe André, qui est un grand, grand psychiatre, nous dit très justement, pour ça, je rends à César ce qui lui appartient, c'est lui qui a écrit ça, et il dit, voyez, l'optimisme, c'est une confiance a priori envers l'existence. Donc quand on fait confiance, on prend un risque, hein, bien évidemment, mais ce n'est pas un risque aveugle. C'est une confiance, mais qui est toujours associée à l'idée que, en cas de menace, en cas d'incertitude ou de difficulté, ou moi ou quelqu'un d'autre, il y aura des gens qui sauront réagir. Donc c'est important. Vous voyez, être optimiste, c'est à la fois j'ai confiance, mais je suis aussi conscient de mes capacités d'action. C'est la raison pour laquelle je suis confiant. Donc c'est une notion qui est à l'inverse total de la naïveté avec laquelle on la confond parfois. Vous voyez. L'optimisme, en gros, en simplifiant d'une phrase, c'est mettre la réalité sous tension positive. Et donc ça passe par des gestes. Vous savez, vous connaissez les gestes barrières. Hein. Eh bien, il existe 3 gestes barrières au pessimisme. Je peux vous le dire, vous les pratiquez, je suis sûr. Dès que vous faites ça, dès que vous pratiquez ces gestes barrières, le pessimisme commence à s'éloigner. Alors, le premier de ces gestes barrières, c'est celui-là. Quelle que soit la difficulté de la situation dans laquelle on est, on ne va pas négocier avec ça, surtout si je suis en face de gens qui attendent ma position parce que je suis leur patron, parce que je suis leur père ou leur mère, parce que je suis leur médecin, parce que je suis leur éducateur, je suis le travailleur social qui gère leur dossier.
j'ai une posture que je ne peux jamais me permettre moralement d'abandonner, c'est de dire, de toute façon, on peut améliorer les choses. Jusqu'à quand? Je ne sais pas dans quel... Mais tout est... Rien n'est mort, rien n'est cramé. On est toujours beaucoup plus libre qu'on le pense. Donc, dans ta situation, dans votre situation, qu'elle soit sociale, sanitaire, business, etc., il y a des sources d'amélioration, il faut qu'on les trouve. Il y a des marges de manœuvre, il faut qu'on les trouve. Le monde n'est pas fait uniquement d'impasses. Ça, c'est un premier geste barrière anti-pessimisme. Le deuxième geste barrière anti-pessimisme, il est bien connu, c'est celui-là. C'est regardons en priorité ce qui va bien. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de regarder ce qui va mal. Ça veut dire qu'on refuse de s'attarder dessus trop longtemps. C'est tout. En revanche, qu'est-ce qui va bien, quoi, hein? Il y a un proverbe bantou qui dit « Quand mon meilleur ami est borgne, je le regarde de profil ». Voilà. Hein. C'est Picabia, le peintre, qui disait « Les artistes pessimistes sont persuadés que chaque journée est entourée de nuit ». C'est une erreur. C'est le contraire, heureusement. Hein. C'est chaque nuit qui est entourée de 2 jours. Alors là, je peux même vous faire dans le genre politiquement incorrect, mais bon, c'est pas moi, c'est Oscar Wilde, hein, qui disait, de toute façon, les hommes pessimistes sont persuadés que toutes les femmes sont volages. Les hommes optimistes espèrent bien que c'est vrai. Voilà. Inutile de vous dire que si vous dites que j'ai raconté cette histoire, je nierai, hein, absolument. Bon, voilà. Et c'est ça l'idée. L'idée du verre à moitié plein, à moitié vide, c'est exactement ça. Alors, je sais pas, bon, moi je suis bordelais, je suis du sud-ouest. Bon, je parle de ce que je connais. Je vais parler du Saint-Émilion. Bon. Dans un verre de Saint-Émilion à moitié plein, franchement, la partie la plus intéressante, je vous assure, c'est la partie qui est à moitié pleine. Et d'ailleurs, dans ce que certains pensent être la partie à moitié vide, c'est pas vide. Hein. Ah non, non, non. Un bon Saint-Émilion, dans la partie à moitié vide, les parfums, l'arôme, etc. Très important. Très important parce qu'il faut qu'on comprenne bien un truc, c'est que le concept de verre à moitié vide a sans doute été inventé par des buveurs d'eau. Donc des gens dont il faut se méfier. Voilà, hein, c'est important. Alors en entreprise, parfois, on vous dira, ça il n'y a pas longtemps, ça dans une réunion de chambre de commerce, justement, un chef d'entreprise vient me voir à la fin d'une conférence. Ah, il me dit, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais alors, il y a quand même un truc, vous voyez, vous, dans votre monde, j'ai l'impression que vous avez essentiellement des optimistes et des pessimistes. Bon. Mais moi, je suis chef d'entreprise, monsieur. Moi, j'ai aussi des contrôleurs de gestion. Je dis, mais quel rapport? Il dit, c'est très simple. Moi, mes optimistes, dans mon comité de direction, mes optimistes, ils sont clairs, hein. Il dit, ah, regardez, président, regardez, le verre là, regardez, c'est à moitié plein, c'est évident. J'ai toujours des pessimistes qui vont débarquer en arrivant à l'auteur des présidents, on se calme. Regardez mieux. Il est à moitié vide, le verre, hein, malheureusement. Il dit, alors là, moi, je suis en train de me demander, et tout d'un coup, j'ai toujours le contrôleur de gestion qui débarque et qui me dit, président, laissez tomber. Regardez vraiment attentivement le verre. On est bien d'accord? Il est 2 fois trop grand. Voilà. Comme quoi, vous voyez, parfois, on peut avoir raison techniquement, mais c'est vrai qu'en matière d'énergie, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on attendait. Et puis enfin, il y a la troisième idée. En situation d'incertitude, l'optimiste va vous dire, écoute, de toute façon, si on n'agit pas, il ne se passera rien. Ça, c'est une notion qui est essentielle. Le premier geste barrière anti-pessimisme, c'est de toute façon, on y va. Ou on ne sait pas, mais... je serais tenté de dire, vous voyez, que le pessimiste, il cherche à trouver la bonne décision avant d'y aller. L'optimiste vous dira, écoute, on prend une décision, et puis à partir du moment où on l'a prise, on va tout faire pour la rendre bonne, quoi, hein. Mais on va d'abord agir. On est dans une logique, vous voyez, où c'est Kundera qui disait ça, je préfère vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. Et dans le monde de l'entreprise, comment vous dire, je fais appel à votre bon sens, vous le savez aussi bien que moi. Si vous ne pensez pas que l'optimisme est vraiment la première énergie de développement sur un territoire, vous voyez, ou dans une entreprise, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème, hein. Vous essayez le pessimisme, on en reparle. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Alors bien sûr, est-ce que l'optimisme peut être trop risqué? Oui, l'optimisme peut être trop risqué. L'optimisme, parfois, peut nous conduire à faire des choses, bon, peut-être même un peu déraisonnables. Ça peut nous conduire à nous mettre en risque, vous voyez. Oui, il faut reconnaître, hein, ça peut arriver. On peut tourner le dos au danger. Et d'ailleurs, en tournant le dos au danger, là, les bons esprits vont vous dire, attends, fais gaffe, hein, t'imagines un peu, ça pourrait mal tourner. Mais le gars, il ne s'en rend même pas compte, là. Il est en hyper-optimisme. C'est-à-dire que pour lui, en fait, même si ça se passe mal, il en fera quelque chose, quoi. Il va trouver un moyen de... Les gens sont comme ça, c'est assez étonnant, vous voyez. Alors celui-là, il est très optimiste, et pour lui, et pour ses passagers, quand même. Bon. On a ça aussi qui n'est pas inintéressant, vous voyez. Ça, c'est l'optimiste bricoleur. Pas mal. Alors celui-là, c'est terrible, ça c'est... Eh oui, oh là là, ouf. Puis,
Ça, en fait, en management, on appelle ça la mise en danger de l'avantage concurrentiel. C'est assez étonnant. Voilà. Et alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'expert. L'expert qui vous dit, attends, t'es gentil. Les mentales, c'est mon truc. Les tapettes à souris, je maîtrise totalement. Fous-moi la paix, je sais ce que je fais. Alors vous, bien évidemment, vous dites, attends, écoute, non mais c'est bien, tu connais ton truc, je te dis pas ça, mais imagine une fraction de seconde, l'inattendu, hein, la mouche dans le beurre, quoi. Bon, s'il y a un pépin là, t'es mort. Alors, tu devrais quand même, optimiste ou pas, tu devrais quand même prendre tes précautions. Mais là, le souriceau, il est tellement optimiste que même s'il prend ses précautions, ça suffira pas. Non, il manquera toujours un petit quelque chose, vous voyez. Alors il y a ça aussi, où là on est... Ah là, vous voyez, regardez le gars d'ailleurs au bout, regardez au dernier moment, il a un doute. Vous voyez, et, il dit, oh, j'aurais peut-être pas dû y venir. Alors là, c'est un truc collectif. Là, on a embarqué quelqu'un dans son propre optimisme, c'est un petit peu dangereux. Sérieusement, que nous apprend cette partie-là? Très souvent, nous sommes dans la situation, métaphoriquement, hein, bien sûr, du plongeur, du souriceau ou du chauffeur de bus. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations, et là j'insiste, ce sont les seules situations dans lesquelles l'optimisme n'est pas conseillé du tout. Chaque fois que l'on rencontre une situation dans la vie, professionnelle, familiale, de développement, toute situation qui présentera ces deux mêmes caractéristiques. Premièrement, je suis face à un risque vital élevé. Et deuxièmement, je n'ai pas le contrôle nécessaire. Alors là, il n'y a pas tortillé. Qui dit risque vital élevé plus manque de contrôle, ce sont dans ces seules situations-là où il faut peut-être mettre son optimisme en veille et essayer, pour éviter de transgresser, justement, de faire preuve d'un pessimisme intelligent. La notion de pessimisme intelligent, ça veut dire qu'il faut arrêter l'opposition, vous voyez, entre le bien et le mal. Le pessimisme et l'optimisme, c'est pas Voldemort et Harry Potter qui se fightent dans un terrain vague, quoi. Non. C'est plutôt ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est tiraillé entre deux forces parce qu'en fait, nous avons les deux à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons en nous ces deux dimensions, ce sont deux forces cognitives, vous voyez, et pour nous et dans nos équipes. Les gens aussi qui sont en face de nous, ils ont ces deux dimensions-là. Simplement, c'est pas toujours la même qui est en situation de force à un moment donné. Et donc, il faut qu'on apprenne qu'il existe un bon usage du pessimisme. Vous voyez, si vous n'aviez pas un petit pessimisme intérieur qui fonctionne, vous ne feriez pas de la veille technologique, veille concurrentielle, veille commerciale, gestion des risques. Pour rester en alerte et en vigilance, il faut percevoir qu'il y a un danger quelque part. Si on n'était pas un peu pessimiste, on ne s'assurerait jamais. On n'assurerait pas sa bagnole, on n'assurerait pas sa maison, on n'assurerait pas son patrimoine. C'est le problème. Ah, j'entends un bruit dans mon micro, là. Bon, peu importe. La notion de précaution et de protection est liée à ça. De même que anticipation et agilité, le plan B, la notion même de plan B, elle nécessite effectivement d'être nourrie par ce pessimisme. Il y a quelqu'un qui parle dans un micro et ce n'est pas moi. Je le précise parce qu'on a un retour micro qui n'est pas moi. À partir de là, l'optimisme, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire, c'est une énergie d'engagement et surtout c'est une énergie verte. Ça, je trouve ça sympa. C'est une énergie durable, vous voyez. C'est une énergie qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va la partager avec les autres. C'est pour ça que dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, c'est un élément absolument génial. En gros, vous voyez, dans la vie de tous les jours, il y a 5 pistes. Et quand je dis dans la vie de tous les jours, c'est partout. Hein. C'est à l'école, c'est dans la vie sociale, c'est en entreprise, c'est en politique, dans la vie citoyenne, dans les associations. Il y a 5 pistes qui vont être portées par celui ou celle qui est aux manettes, qu'on s'appelle le manager, le père ou la mère de famille, le président d'association, l'élu, celui ou celle qui est en charge à un moment donné de cette énergie donnée aux autres. Les 5 pistes clés pour recréer de l'optimisme, une dynamique optimisme, c'est toujours les mêmes. La première, c'est celle-là. Un optimiste, encore une fois, il n'a pas une vision parfaite du monde. On a des points forts, on a des points faibles. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Simplement parce qu'on n'a pas tout notre temps. Vous voyez, on serait immortel, il n'y aurait pas de problème. Mais on ne l'est pas. Hein. Quelqu'un qui aura vécu une belle longue vie de 90 ans, il aura passé en ce monde 33 000 jours. Donc on n'a pas non plus trop de temps à perdre avec les faiblesses. Les faiblesses, les carences, tout ce qui ne va pas, il faut le gérer.
il faut éventuellement les compenser, il faut essayer de les neutraliser, il faut... Très bien. Mais ce n'est pas avec ça qu'on crée de l'énergie vitale, vous voyez. Ce n'est pas avec ça qu'on fait la différence en ce monde. On fait de la différence en identifiant là où on a des points forts et en les développant, voire même en partant de la recherche des points forts qu'on a mais qu'on ne connaît pas encore. Cette notion est essentielle, d'accord ? Bien évidemment, tout ça doit se gérer. Je dis simplement, ne passons pas trop de temps à lutter contre nos faiblesses, parce que c'est du temps perdu pour continuer à développer et à faire la différence en ce monde avec nos forces. Ça, c'est la première idée, et celle-là, je vous assure qu'elle est créatrice d'optimisme. La deuxième, c'est celle-ci. Il y a tant de choses autour de nous qui nous échappent totalement. Enfin, dans notre monde à nous, qui est le monde de l'économie, par exemple. Bon, attendez, le climat, le temps qu'il fait, la parité entre l'euro et le dollar, les taux d'intérêt, la croissance mondiale, ce qui se passe dans la tête de Vladimir ou d'Emmanuel. Qu'est-ce que vous voulez ? Ni vous ni moi, on n'y peut rien. Donc, ça sert strictement à rien de ruminer trop longtemps sur des domaines où on n'a pas de marge de manœuvre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les gens qui vont regarder trop en permanence tous les domaines qui ne collent pas, qui ne conviennent pas et auxquels ils ne peuvent rien, ils sont en train de déclencher en eux ce qu'on appelle un sentiment d'impuissance. Et c'est très toxique cette affaire-là, parce que le sentiment d'impuissance dans un cerveau humain normal débouche presque mécaniquement sur ce qu'on appelle du ressentiment, c'est-à-dire en vouloir à l'autre. Et comme le ressentiment, on n'aime pas penser que ça vient de nous, mécaniquement, on tombe derrière sur la recherche de boucs émissaires. C'est l'un des trucs les plus toxiques qui existent. L'antidote, c'est on essaye de mettre notre intelligence au service des marges de manœuvre. Où est-ce qu'on peut faire bouger les choses ? Même un tout petit peu. Même un tout petit peu. Où est-ce qu'on peut trouver... on va faire des trucs qui marchent, quoi. On va essayer d'aller là où on peut faire bouger les choses, même un peu, même si on n'est pas sauvé. Vous voyez, là, on a une grenouille. La pauvre est mal barrée, hein, je ne dis pas le contraire. Mais de notre côté, ce n'est pas la faute du héron. Le héron, il fait son boulot de héron. Le héron, ça bouffe les grenouilles depuis la nuit des temps. Mais la grenouille, là, vous voyez... c'est une grenouille qui a trouvé un angle d'attaque. Alors, c'est pas gagné, hein, mais c'est pas mal. Elle peut faire, elle a deux enjeux, si vous voulez, d'un point de vue management. Hein. Elle a deux enjeux, la grenouille, là. Elle a un enjeu technique et elle a un enjeu psychologique. L'enjeu technique, c'est l'apnée. C'est-à-dire que là, il y a un minimum de niveau à avoir en apnée quand même. Et puis, il y a un enjeu psychologique qui est la persévérance. Parce que pour le coup, là, si elle arrive à persévérer dans cette posture-là, eh bien là, je pense qu'on peut devenir optimiste, pour elle en tout cas. Et si ça se trouve, elle va s'en sortir. Et c'est le héron qui va se faire avoir, quoi. Si ça se trouve. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Troisième idée, très importante pour nourrir l'optimisme. Ce qui compte dans la vie, c'est l'action, on l'a vu. C'est mettre en œuvre des solutions. Mais croire que mettre en œuvre une solution, ça veut dire mettre en œuvre une solution parfaite du premier coup, c'est du délire absolu. Si on le peut, très bien, on peut toujours viser la perfection. Mais le réel, la vie réelle, depuis la nuit des temps, elle n'est pas faite de ça. Vous savez, toute l'histoire de l'humanité, à ce jour, c'est l'histoire de tout ce que c'est l'histoire des solutions que tous nos ancêtres n'ont jamais cessé d'inventer pour affronter les problèmes qu'ils avaient. La quasi-totalité de tout ce qui a été inventé par l'esprit humain depuis 350 000 ans, ça a toujours été temporaire, partiel et imparfait. Donc voué à être dépassé à un moment ou à un autre. Mais mis bout à bout, ça devient la civilisation, la médecine moderne, etc. Et ça continuera. Donc, vous voyez, accepter l'imperfection, dès l'instant où elle est cadrée, ça va nourrir effectivement beaucoup l'optimisme. Parce que le contraire est dangereux. Vous savez, à quoi est-ce qu'on reconnaît un entrepreneur, un jeune qui a un projet d'entrepreneur et qui n'entreprendra jamais rien ? Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Je peux vous dire que à quoi on reconnaît quelqu'un qui n'entreprendra jamais rien ? Alors, c'est mécanique. C'est celui ou celle qui attend d'être prêt. Alors là, il est cuit. C'est-à-dire que son projet est devenu une espèce d'horizon mental. Là, vous ouvrez le dictionnaire, horizon, ligne imaginaire, qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Voilà, c'est mort. Il faudrait toujours d'ailleurs revenir au dictionnaire. Hein. Moi, j'ai toujours un collègue RH qui m'a dit, tu sais, depuis que j'ai vu la définition du cadre dans le dictionnaire, ça m'a ouvert les yeux. Cadre, structure généralement rigide entourant du vide. Il faut réfléchir quand même, hein, se dire. Et donc ça signifie effectivement que
Bien sûr, le droit à l'erreur, c'est pas mal. Mais gardons tous à l'esprit, je pense surtout aux hommes et aux femmes d'entreprise qu'il y a dans cette salle, le droit à l'erreur, c'est une première étape, vous voyez. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais c'est pas enthousiasmant en soi, vous savez, savoir qu'on a le droit à l'erreur. Les jeunes générations aujourd'hui, les moins de 30 ans, toutes les études qu'on a nous montrent qu'ils sont assez peu sensibles au droit à l'erreur. Eux, en fait, ce qu'ils attendent qu'on leur donne, c'est la même chose, mais avec d'autres mots. Aujourd'hui, les moins de 30 ans vous disent, écoute, droit à l'erreur, bof, quoi. En revanche, si tu me donnes le devoir d'essayer, alors là, ça m'intéressera beaucoup. Parce que ça veut dire que le droit à l'erreur, il sera donné avec, en cadeau, en bonus. Et là, je serai partant. Et enfin, s'ouvrir à l'inattendu et à ses opportunités. On en reparlera beaucoup plus cet après-midi, bien évidemment, mais le monde est fait de choses qui n'avaient pas été prévues. Bien sûr, dans le monde de l'entreprise, nous, on fait des plans d'action, vous en faites tous. Plan d'action stratégique, plan d'action commercial, plan financier, plan de développement. Puis dans nos vies aussi, un plan d'épargne logement, on fait des plans. Mais quand on y réfléchit, vous imaginez tous les gens intelligents dans les entreprises, fin 2019, qui ont pondu tous les plans d'action 2020-2021. Ils rasent les murs, voilà, c'est tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. La plus grande surprise que pourra toujours vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Voilà. Donc, effectivement, on est sur la route de l'action et des trucs vont arriver. Et on se rendra compte d'une chose, c'est que le plan qu'on a fait, il ne peut être qu'un plan indicatif. Ce qui va rendre les gens optimistes, c'est de dire, attention, ça, là, ça ne se passera pas comme ça. Un jour ou l'autre, les amis, on va arriver au damier. On va arriver au but. Mais le jour où on arrivera au but, quel qu'il soit, si ça se trouve, ça sera un autre but que celui-là. Le drapeau sera plus loin, ou plus proche, ou ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Mais une chose est sûre, le jour où on arrive au damier et où on se retourne sur le chemin parcouru, on ne verra jamais ça. Non. On verra quelque chose qui ressemblera probablement à ça. Parce que le réel, la vie réelle, c'est ça. Ça aura été fait avec des hauts et des bas, des événements qu'on n'avait pas vu venir, des inattendus, des impondérables, et ainsi de suite. Voyez. Et enfin, je finirai avec ça. On a mesuré qu'aujourd'hui, plus dans une entreprise, par exemple, dans une société, plus les gens ont tendance à se faire confiance réciproquement, mais à leur niveau, vous voyez, c'est pas confiance dans les chefs, c'est déjà confiance en nous. J'ai plutôt confiance dans la compétence de l'autre, de mon homologue, quoi. J'ai plutôt confiance dans son honnêteté intellectuelle, j'ai plutôt confiance en lui ou en elle, tout simplement. Le fait d'avoir confiance les uns dans les autres est un facteur qui accroît le niveau d'optimisme collectif. Et ça signifie que cette notion-là se nourrit au quotidien de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de réciprocité. Alors l'esprit de réciprocité, c'est une vieille lune de la psychologie sociale, mais que je trouve est tout à fait intéressante. Ça porte un nom, ça s'appelle la loi d'échange de valeur et d'utilité. C'est un jargon un peu compliqué, mais c'est très simple en fait. La loi d'échange de valeur et d'utilité, on peut l'exprimer de la façon suivante. La manière la plus sûre pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'abord d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire que plus je sème autour de moi en permanence, sans rien attendre en retour au départ, ce serait trop facile, je sème des graines de réciprocité. Est-ce que ces graines vont germer en retour? Peut-être pas. Mais ce n'est pas grave. Plus j'en sèmerai, plus tôt ou tard, que je le veuille ou non, statistiquement, mathématiquement, il y en a qui me reviendront à travers une proposition, une opportunité, une rencontre, une information qui sera importante pour moi, peu importe. Mais c'est cette notion-là qui est importante et qui renvoie, j'en parlais d'ailleurs avec un certain nombre d'entre vous tout à l'heure, à la règle d'or numéro 2, qui dans le monde entrepreneurial et dans la vie en général est essentielle. Il ne s'agit pas de trouver des opportunités. Les gens qui vous disent en permanence « Ah, mais j'attends de trouver la bonne opportunité ». Il faut arrêter, ça n'existe pas, l'opportunité dans l'absolu. Une opportunité, c'est quand en fait un événement extérieur vient rencontrer un état intérieur de disponibilité. Et donc, pour rencontrer des opportunités dans la vie, ou plutôt pour les attirer, la meilleure stratégie, franchement, ça consiste à en devenir une et de se poser comme étant celui ou celle qui va représenter une opportunité pour les autres. Chose que d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, ça il faut reconnaître que ça c'est pas mal, nos enfants
on complie plus rapidement que nous. Je vous assure que les réseaux sociaux professionnels, par exemple, genre LinkedIn ou autres, sont des univers où on se pose en permanence comme étant opportunité pour les autres, avec des excès peut-être, avec des excès, mais peu importe. L'idée étant que ce qui compte avant tout, c'est, avant de chercher moi à avoir de la chance, si je suis perçu comme étant une chance pour les autres, les choses se passeront mieux. Déjà là, on part sur d'autres bases, voyez. Partant de là, et pour clôturer avec vous sur cet aspect-là, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne le sait pas puisque personne n'y a jamais été. Mais moi, j'aime beaucoup cette phrase d'une poète américaine dans les années 50 qui s'appelait Suzanne Bissonnette, et qui avait écrit « L'optimisme, c'est l'incarnation humaine du printemps ». Et un critique littéraire à l'époque lui disait « Mais madame, quel rapport entre l'optimisme et le printemps ?» Et elle avait dit « Vous savez, c'est simple. Le printemps, c'est la seule des 4 saisons qui n'a pas d'extrême. L'été peut être extrême, canicule. L'automne peut être extrême, trop triste, trop gris, trop pluvieux. Et puis l'hiver, bien évidemment, peut être extrême, glacial, voire polaire. Bon. Il dit, mais le printemps, non. C'est rare que les gens vous disent « Oh là là, cette année, le printemps, trop printemps. Hein. Oh, la nature qui redémarre, des fleurs partout, les jours qui rallongent, retomber amoureux tous les 4 matins, c'est insupportable. » Non, non, non. La plupart du temps, on vous dira « Bon, il y a un peu de pollen, d'accord, mais grosso modo, il y a quelque chose en nous, et c'est probablement lié même à encore une fois, vous savez, à l'ADN culturel de l'espèce. Le printemps, c'est une saison qu'on adore parce que dans le fond, c'est quelque chose qui nous fait ressentir que quoi qu'ait été l'hiver, il y a tellement de choses qui peuvent redémarrer. Et ce qu'elle disait, si vous êtes un optimiste, avec vos enfants, vos collaborateurs, vos concitoyens, vos membres d'association, vous êtes un printemps permanent. Pourquoi ? Mais c'est à cause de votre comportement. Vous imaginez, vous passez votre temps à dire aux gens, regarde d'abord ce qui va bien. Regarde ta démarche de manœuvre. Tente des solutions, même si elles ne sont pas parfaites. On va bâtir des plans, mais ils seront biodégradables. De toute façon, on en trouvera d'autres. Et puis surtout, n'oublie pas que la meilleure façon pour réussir dans la vie, ça va être d'aider ceux dont tu as besoin à réussir eux-mêmes. Si vous fonctionnez comme ça au quotidien, ça va avoir un effet psychologique sur les autres autour de vous, mécaniquement. Et qui se traduira de la façon suivante. Quand ils parleront de vous, ils diront bon, t'es d'accord avec moi, il a ses défauts, hein. Ouais. Elle n'est pas parfaite. Non, elle n'est pas parfaite, non. Mais quand même, quand tu travailles avec lui, quand tu montes un projet avec lui ou avec elle, quand tu développes un business avec lui ou avec elle, ne serait-ce que quand tu vis avec lui ou avec elle, je ne sais pas comment il se débrouille, mais c'est quelqu'un qui te donne le sentiment que tant que tu seras avec lui ou avec elle, tout pourra toujours redevenir possible. Si on finit par dire ça de vous, de nous, ben c'est formidable. Ça voudra dire d'abord que c'est une excellente nouvelle pour vous, c'est une excellente nouvelle pour votre entourage, c'est une excellente nouvelle pour votre entreprise, c'est une excellente nouvelle pour la région, et franchement, c'est une excellente nouvelle pour la société tout entière. Conclusion, ben vous avez bien fait de venir ce matin. Voilà. Merci de votre attention.